Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un meurtre vraiment dérangeant et d'un des derniers tabous de la société, le cannibalisme. Un meurtre sordide par un homme perturbé. Récit au cœur de la folie, dans la capitale française. Et surtout, vous le verrez à la fin, la fascination pour le public japonais, pour le meurtrier. Cette affaire est plutôt dérangeante et si vous êtes sensible, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, pour les autres, allons-y. Tout a commencé à Kobe en 1960, au Japon. La guerre est loin derrière. Les habitants du Japon et la pauvreté fait place à un environnement beaucoup plus confortable. Le Japon s'occidentalise, s'équipe en électroménager et commence à devenir un pays ultra moderne. Nous découvrons la famille Zagawa. Le père s'appelle Akira. Il a pu bâtir une véritable fortune dans l'industrie. C'est un des hommes les plus riches de Kobe. Avec sa femme, ils ont eu 2 fils, qui sont gâtés. Issei est né en avril 1949. Un garçon loin du beau garçon, il n'a pas un physique attirant, et semble avoir 4 ou 5 ans alors qu'il en a 8. Son petit frère s'appelle Jun. Ils ont 1 an et demi de différence, et leur mère les considère presque comme des jumeaux. Elle les habille de la même manière, et ils ne les séparent jamais. Pour le père, le plus important dans la vie est la fortune, et non la beauté. Il estime que la beauté est réservée aux femmes pour trouver un bon parti. C'est un homme assez machiste. Il rajoute qu'un homme peut être dégoûtant, grossier, invalide et immoral. On ne verra sa valeur que par sa fortune et son statut social. Issei était un bébé qui est né très faible, et on ne lui donne que quelques semaines à vivre. Les parents s'en occupent le mieux possible. On lui donne même du lait de jument avec du blanc d'œuf pour lui donner des forces, en plus du lait maternel. À 2 ans, il ne sait toujours pas marcher et il est vraiment très petit. De plus, il contracte une encéphalite qui a failli lui être mortelle. À l'âge adulte, il pèse entre 30 et 40 kilos et il est très fusionnel avec sa mère du fait qu'elle a failli le perdre plusieurs fois. Il se sent très protégé par ses parents, vu sa fragilité. Quand il va à l'école, c'est un vrai supplice pour lui d'être séparé de sa mère. Issei n'est pas du tout un bon élève et il se fait souvent réprimander par les professeurs. Tous les soirs, il demande à son père de ne plus l'envoyer à l'école, mais son père reste ferme et lui ordonne d'aller à l'école en lui expliquant que l'école est le fondement de la réussite. Le jeune garçon utilise alors une autre stratégie. Il chahute à l'école pour pouvoir se faire renvoyer, mais rien n'y fait. Il est relégué au fond de la classe pour ne pas faire de vagues. Son voisin de banc s'appelle Kentaro Yamamoto. C'est un garçon gentil qui joue souvent avec Issei. Issei fait alors une fixation sur lui de façon obsessionnelle. Les cuisses de Kentaro attirent Issei. Il pense dans sa tête que ça ferait un bon goûter. Cette obsession pour la chair l'obsède jour après jour, le faisant même faire des insomnies. Il se voit, dans ses cauchemars, en train de manger des bouts de cuisses de Kentaro. Il les voit aussi panés et frits, servis dans un plat à porcelaine pour accompagner le curry. Dans son rêve, on lui tend des baguettes en os pour qu'il déguste son repas. Quand il découpe la viande, il sent une main sur son épaule, se retourne et voit Kentaro amputé de ses 2 jambes et du sang au niveau des moignons. Et il se réveille, en sursaut. Cette obsession ne le lâchera pas jusqu'à la fin de son année scolaire. Kentaro quitte Kobe avec sa famille pour Tokyo. Son père vient d'être muté. Il a peut-être échappé au pire. Issei se sent seul à l'école. Les autres enfants ne jouent pas avec lui, de peur de lui faire mal. En effet, Issei paraît tout maigre et malade.
Son seul copain de jeu est son frère Jun. À l'adolescence, le mal-être de Issei se dégrade encore plus. Il broie du noir et la dépression le gagne. Il se sent moche et pas comme les autres. Il devient jaloux de tous les autres adolescents. Il s'intéresse de plus en plus à la culture occidentale, regardant de nombreux films américains. Il semble de plus en plus attiré par les actrices à la peau claire et aux yeux bleus. Issei découvre l'actrice Grace Kelly, la future princesse de Monaco. Les femmes occidentales deviennent sa nouvelle obsession, faisant monter en lui des envies incontrôlables. Dans sa ville, il est très rare de rencontrer ce type de femme. Il se demande alors comment rencontrer ces femmes. Sa frustration sexuelle monte alors encore d'un cran. Conscient qu'avec son physique, il est compliqué de séduire une femme, que ce soit une japonaise ou une américaine. Son père, voyant Issei de plus en plus mal, lui paye une psychothérapie. Mais elle ne donnera rien. Issei est muet, sûrement trop honteux de raconter ses fantasmes et ce qui le torture. Et encore moins qu'il est obsédé pour manger les cuisses d'un ancien camarade de classe. Il ira de moins en moins aux séances, et un jour, il va tout arrêter. Son père ne lui en voudra pas. Issei lui assurant qu'il va bien. Le père propose alors à son fils de l'emmener en voyage d'affaires à Tokyo, histoire qu'il se change les idées. Issei accepte dans l'espoir d'y rencontrer une femme occidentale. Mais ce voyage ne lui permet pas de croiser une seule femme occidentale. Se voyant coincé dans ce corps qu'il n'aime pas, il devient de plus en plus réservé. Il ne mesure que 1,50 m pour environ 30 kg, à 23 ans. Il dira plus tard « J'étais complexé, je ressemblais à un petit singe. Je me détestais. Peut-être à cause de cela, j'étais toujours en recherche perpétuelle de beauté chez les autres. Surtout chez les femmes. » Plus Issei avance dans l'âge, plus une certaine perversion et pulsion font surface. Il voit de la sexualité dans la nourriture. Par exemple, embrasser quelqu'un, pour lui, il devrait manger la personne. Il est tourmenté avec toutes ses pulsions et garde tout pour lui. En 1972, toute la famille s'installe à Tokyo et Issei va à l'université de Waku et prépare une licence en civilisation orientale et en langue. Il est toujours célibataire et son obsession pour les femmes occidentales le tourmente encore. Une étudiante allemande devient la voisine de la famille. Issei dit « J'ai vu cette fille, superbe, avec sa chevelure blonde. J'en avais le souffle coupé. » Un soir, il s'introduit chez elle dans le but de, je le cite, « manger un bout de ses fesses ». Issei est équipé d'un masque de Frankenstein et d'un parapluie. Il passe par la fenêtre. Il fait sombre. Il voit la jeune femme dormant toute nue. Il s'approche d'elle doucement, mais son genou la touche. La jeune femme se réveille et crie. Issei est paniqué et essaie de passer par la fenêtre, mais la jeune femme le rattrape et maintient Issei en attendant les secours. Issei est arrêté et inculpé pour tentative de viol, mais le père de Issei paie la victime pour qu'elle retire sa plainte, et l'affaire n'ira pas plus loin. Pour son image en tant que personnage public, ce serait une honte d'avoir son fils en prison. Le père envoie son fils chez un psychiatre qui estime que le jeune homme est quelqu'un de dangereux. Mais la famille n'y croit pas et réfute le diagnostic du médecin. 5 ans plus tard, Issei va étudier à la Sorbonne à Paris. On est en 1977. Mais les débuts sont durs. Il a le mal du pays. Le choc des cultures est violent. Il n'a plus sa mère pour le rassurer. Il prépare une thèse de littérature comparée. C'est un élève brillant. Ça lui donne confiance en lui. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose bouillonne encore. Il est toujours aussi tourmenté. Il essaie de séduire des jeunes femmes, mais il les trouve distantes, et elles ne semblent pas vouloir lui parler. Issei fait alors appel à des prostituées qu'il ramène chez lui. Sous son lit, il y a une carabine. Il songe souvent à les tuer, mais ne passe pas à l'acte. Il a toujours cette envie de chair humaine. Un jour, quand une prostituée est dans la salle de bain, alors qu'elle est de dos, il braque l'arme sur elle, mais change d'avis et cache l'arme.
En 1980, dans son cours, il rencontre Renée Gertelveld, une belle femme très gentille. Elle est néerlandaise et a 25 ans. Un dialogue s'installe alors entre eux, étant assis l'un à côté de l'autre. Une relation amicale s'établit entre eux. Issei n'est pas habitué aux relations homme-femme et ça le perturbe. Mais il est très heureux de cette rencontre et il est sur son petit nuage. Ils discutent ensemble des heures entières à la cafétéria. Mais au fond de lui, il pense qu'elle lui parle parce qu'elle a pitié de lui. Il devient obsédé par elle. Il la dessine, lui montre ses croquis et Renée a l'air contente de voir ses œuvres. Mais Issei veut plus d'elle et il est jaloux quand il la voit parler avec d'autres étudiants. Il remarque qu'elle est gentille avec tout le monde et qu'il n'est pas exclusif. Le jeune homme loue un petit appartement dans le 16e arrondissement. C'est aux 10 rue Erlanger. Renée et Issei se voient souvent chez lui pour étudier. Il lui a déjà préparé à manger et voir Renée manger son plat provoque chez Issei des pensées sexuelles. Renée, dans une lettre pour ses parents, parle de son amitié avec un Japonais. Mais elle ignore que l'homme ne cherche pas l'amour, qui pour lui est une souffrance, mais la satisfaction de la manger. Et Issei y pense jour et nuit. Et il prépare un plan pendant des jours et des jours. Il dira par la suite, à cause de mon désir cannibale, ma véritable personnalité a été engloutie par mon obsession. En début juin, il se décide à mettre son plan à exécution. Il invite Renée avec une lettre. Chère Renée, je te remercie. Je te remercie d'avance et je te demande pardon. Pardon de abuser de ta gentillesse. Voilà, j'aimerais vraiment que tu passes chez moi, demain soir, afin de m'aider pour un devoir. Je dois enregistrer des poésies allemandes, demandées par le professeur, et il me faut quelqu'un qui maîtrise la langue pour la retranscription. Renée accepte et l'appelle pour lui confirmer le rendez-vous. Mais Issei avec d'autres projets. La soirée commence plutôt bien. Issei sert de la bière et prépare son dictaphone sur son bureau. Il veut lui tirer dans le dos, mais il ne pourra pas si elle est en face de lui. Renée s'installe ensuite au bureau, dos à lui. Elle commence à lire le poème que Issei a choisi et qui parle de cannibalisme, dont voici un extrait. Le maléfice de l'homme courbé sait qu'il ne peut se retourner. Ses vertèbres sont écrasées et il ne peut ainsi avoir ce géant centripède qui lui marche sur l'échine. Celui qui veut échapper à l'air suffoque et crache ses poumons noircis par le vide. Et tout d'un coup, Issei tire. Son fusil est un silencieux et les voisins n'ont rien entendu. La balle a touché la nuque, elle est morte sur le coup. Issei se sent en toute puissance. Il fixe les fesses de Renée, allume son dictaphone pour enregistrer ce qui va suivre. Il lui caresse les fesses et mord dedans. Puis prend un couteau de cuisine pour couper des bouts. Il en mange et il sent le plaisir monter en lui. Il l'embrasse ensuite sur la bouche et lui dit « Je t'aime ». Après, il continue à couper des morceaux et va jusqu'à manger ses organes génitaux, celui qui lui provoque un orgasme immédiat. Il passe 2 jours avec le corps de la victime. Il mange des bouts et met le reste dans le frigo. Il dira plus tard, Quand j'en ai mangé, quelques jours plus tard, avant mon arrestation, la chair s'était attendrie et avait un meilleur goût. J'ai eu une préférence pour le cou, mais aussi sa langue qui était délicieuse. Je l'ai arrachée et avalée. Si vous voulez faire des ripailles, il faut manger les cuisses. Si cela avait été possible, je l'aurais mangée vive. Franchement, je ne comprends pas pourquoi personne ne ressent ce besoin de manger une autre personne. Vous n'avez jamais ressenti cela, vous ? Quelques jours après le meurtre, il prend conscience de son acte et veut appeler la police avant de changer d'avis. Il se dit « Tu as attendu cela depuis 32 ans.
Pourquoi reculer maintenant? Il décide alors de se débarrasser du reste du corps. Il le met dans 2 valises et appelle un taxi. Il se rend au bois de Boulogne et laisse les valises près d'un buisson, voyant trop de monde autour de lui. Il prend la fuite. Un couple découvre alors la valise. En s'approchant de plus près, le couple remarque qu'elle dégage une forte odeur. Ils ouvrent la valise et la femme crie fort. Les 2 valises renferment des morceaux de chair humaine, une clavicule, une main, des intestins et ce qui ressemble à des restes d'organes génitaux. Les témoins racontent que cette odeur est restée collée sur les vêtements pendant des jours, même après les avoir lavés. Une autopsie est menée. Les premiers résultats montrent que la victime a été tuée d'une balle dans la nuque et que son visage a été mutilé. On ne peut pas reconnaître la victime. On dispose de peu d'éléments et le commissaire Olivier Foll de la police judiciaire s'empare de l'enquête. Le soir même, on annonce au journal de 20h la découverte des valises et le lendemain, le chauffeur de taxi qui a pris ICI contacte la police. Il déclare: Il y a 2 jours, j'ai chargé un homme asiatique dans le 16e arrondissement, rue Erlanger. Il voulait aller au bois de Boulogne. Cela m'a un peu intrigué vu qu'il portait 2 grosses valises. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il me dise Orly ou la gare de Lyon. Enfin bref, il m'a payé la course et m'a même ajouté un pourboire. Il était pâle, très petit et ne pesait presque rien. Je dirais une 40aine de kilos tout au plus. Ce témoignage a suffi à la police pour retrouver le tueur. 2 jours plus tard, la police s'arrête ICI en bas de chez lui grâce à l'adresse du chauffeur de taxi. Il correspond à la description du chauffeur. ICI n'oppose aucune résistance. Lors de l'interrogatoire, il ne semble pas avoir un profil de tueur. Il est posé, poli, bien habillé. Mais il passe aux aveux très vite et explique même pourquoi il a tué René. Il va dans les détails, racontant même comment il a dépecé le corps. Il ne semble avoir aucun remords et il est fier de son acte. Il dit: Je ne peux pas projeter mes fantasmes sur quelqu'un qui m'est familier. Si René et moi avions eu l'occasion de mieux nous connaître, je pense que je ne serais jamais passé à l'acte. J'ai connu beaucoup de femmes auparavant, mais je n'ai jamais songé à les manger, à partir du moment où je les considérais comme des êtres humains. De toute façon, la rumeur qui dit que la chair humaine n'est pas bonne ne sert qu'à inciter les gens à ne pas transgresser ce tabou. On fouille son appartement de fond en comble. Dans le frigo, on retrouve 7 kilos de chair dans des plastiques de congélation, et classés par taille. On trouve aussi des boyaux, du sang gélifié, et des os en train de décongeler dans des assiettes sur le plan de travail. Mais le détail le plus glauque restera l'enregistrement du dictaphone, où il enregistra tout. On entend le corps se faire découper, des bruits d'os, et des bruits de bouche de ICI en train de manger le corps. Il a également pris des photos. On a retrouvé 6 bobines. Il a pris toutes les étapes du découpage du corps. ICI a été jugé inapte à passer en procès, vu son état psychiatrique. La famille de René a eu du mal à digérer ce jugement. Elle demande une contre-expertise qui a été refusée par le juge d'instruction. L'affaire aboutit à un non-lieu. La famille de René est même condamnée à régler les dépenses de l'expertise et les frais d'instance. Issei Sagawa est emmené à l'hôpital psychiatrique de Uejuif. Les parents, apprenant la nouvelle, le rapatrient au Japon grâce aux relations du père. Il retourne au Japon en août 1981, blanchi et disculpé de tout. Au Japon, on tente de l'inculper, mais des personnalités haut placées que le père de Issei connaît les en dissuadent. Issei est même déclaré saint d'esprit par un médecin-chef d'une clinique de Tokyo. Issei n'a plus commis de meurtre, mais dit n'avoir jamais regretté son geste. Il est même devenu une star au Japon. Il a écrit des livres sur le cannibalisme, avec des détails précis. Et il a une communauté de fans. Il a même tourné une émission de cuisine et a participé à des films pornographiques et dans des publicités pour des restaurants spécialisés en viande. Une popularité déconcertante qu'on a du mal à comprendre et qui est même écœurante. Il vit de la vente de ses livres
et accepte des interviews des médias friands de ce genre d'histoire. Mais pendant une de ces interviews, il avoue vouloir encore manger de la chair humaine avant de mourir. Il a même publié une annonce pour avoir des candidatures. Il a eu d'autres actes assez immondes comme boire de l'urine d'une de ses amies pendant des années, qui lui déposait devant sa porte. Quand son ami a eu un enfant, Issei a refusé de continuer à boire cette urine. Il dit « Pour moi, c'était devenu une mère qui nourrissait un enfant. Je ne peux me le représenter pour l'instant en tant que tel. » Son livre le plus célèbre intitulé In the Fog est considéré comme un best-seller au Japon. Aujourd'hui, il est âgé de 71 ans et vit toujours au Japon. Comment pouvons-nous imaginer cette décadence de considérer un meurtrier comme une star, surtout avec l'acte qu'il a commis? Les médias n'ont pas beaucoup parlé de la pauvre victime et sa famille, mais s'est focalisé sur le voyeurisme déconcertant du cannibale. Les valeurs sont complètement inversées. Hommage à la victime qu'on semble avoir oubliée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas facile et assez dure pour moi entre les recherches et tous les actes. Et je n'ai évidemment pas mis dans les détails tout ce qu'il a fait parce que je vous déconseille d'aller faire des recherches parce que c'est assez ignoble. J'ai essayé de rester le plus light possible même si c'était déjà assez dur. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.